Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Juste quelques mots d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet sur les règles techniques pendant que tout le monde s'installe. Donc vous disposez en fait dans ce webinaire de trois espaces. Un espace de chat qui vous permet de poster des messages un peu généraux sur le webinaire. Un espace de questions qui vous permet justement de poser des questions et on y répondra à la fin. Je vois plein de bonjours qui s'affichent, donc bonjour à tout le monde. Et donc, ces questions, vous pourrez bien sûr les poser au fur et à mesure du webinaire et on va bien sûr les recueillir, les collecter. Et enfin, un espace sondage qui pourra être utilisé surtout pour recueillir votre avis sur ce webinaire. Sans plus tarder, donc, je vais passer tout d'abord la parole à Marc-Antoine Briand, qui est le sous-directeur adjoint de la sous-direction stratégie de l'ANSSI, puis de Vincent Vallée, qui est le président du CCA, pour une petite introduction, avant qu'on passe dans le vif du sujet. Donc, Marc-Antoine, je te laisse la parole pour cette première partie introductive. Merci à tous et bon webinaire. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci Guillaume pour le petit mot d'introduction. Alors, je tenais à vous dire que moi, je suis ravi d'avoir le plaisir d'intervenir en introduction de ce webinaire. Alors, comme je sais que l'enjeu n'est pas du tout de m'entendre, mais plutôt d'avoir accès au contenu de ce webinaire, je vais être assez rapide. Donc, juste quelques petits mots de préambule. Tout d'abord, pour dresser un satisfecit, un vrai satisfecit à l'équipe projet qui a monté ce webinaire. Donc, les équipes de l'agence, bien évidemment, mais aussi d'ACIMA et aussi du club de la continuité d'activité qui, dans le cadre du mois de l'innovation publique, ont proposé l'organisation de ce webinaire sous ce format-là. Quelques petites données pour vous montrer un peu la résonance du sujet dans le cadre du mois de l'innovation publique. On a aujourd'hui 1100 inscrits à ce webinaire et en termes de représentation, on a quasiment toutes les facettes du globe terrestre qui sont représentées. Alors beaucoup effectivement francophones, mais aussi énormément de membres connectés qui ne sont pas français ou qui ne sont pas issus du monde francophone. Donc merci à vous de nous avoir rejoints et de participer à ce webinaire et de montrer surtout beaucoup d'intérêt au thème qui va vous intéresser tout le long de l'après-midi, qui est ce thème de la gestion de crise, et notamment de la crise cyber. Comme je vous le disais en introduction, ce webinaire-là est une grande première dans le cadre du mois de l'innovation publique. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la première fois pour l'agence qu'on réunit sous ce format autant d'auditeurs pour un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui de la gestion de crise. La façon dont ce webinaire a été amené, c'est au travers d'une démarche innovation, qui est une démarche assez nouvelle au sein de l'agence, qui a été lancée l'année dernière, et qui nous permet aujourd'hui, en plus de questions de méthode, d'apporter des formats un peu nouveaux, de la réflexion un peu nouvelle. Donc je salue encore une fois les équipes de l'agence notamment qui ont contribué à la construction de ce format webinaire. Le sujet qui va nous réunir là, avant que je cède la parole avec beaucoup de plaisir à Vincent Vallée, c'est le thème de la gestion de crise cyber, et notamment de la promotion du guide pour l'organisation d'exercices de gestion de crise cyber. Alors, en quelques mots très rapides, la crise, je pense qu'aujourd'hui, du fait des 2 confinements qu'on est en train d'avoir, je pense que le terme de crise et la situation de crise, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, et tout le monde prend conscience des contraintes propres à une crise et à sa gestion. Mais la particularité du monde cyber et du cyberespace, c'est que la crise d'origine cyber, elle a des spécificités propres qui, notamment, ont des phénomènes d'accélération, des phénomènes de vélocité dans une crise et d'impact, notamment systémique. Et ça, c'est intéressant. Et ces phénomènes-là, il faut s'y préparer. C'est le but de ce guide d'organisation d'un exercice de crise cyber. Il faut s'y préparer. Il y a les aspects de plan de continuité d'activité, il y a les aspects de communication, il y a des aspects tout simplement aussi de préparation, d'organisation d'un état-major en matière de gestion de crise. Ce guide qui vous est proposé par l'agence vous donnera tous les détails, tous les instruments, tous les outils pour vous préparer au mieux
dans cette perspective d'une crise d'origine cyber qui pourrait vous toucher, qui pourrait tous nous toucher. Donc, sans perdre trop de temps, je vais remercier encore une fois Cybermalveillance pour l'organisation et le soutien dans ce webinaire. Et je vais surtout céder, voilà, avec beaucoup de plaisir, la parole à Vincent Vallée, qui est le président du club de la continuité d'activité, et pour vous parler un peu plus dans le détail de ce guide et de ce webinaire. Voilà, merci à tous, bonne continuation et bon webinaire. Bonjour à toutes et tous, merci Marc-Antoine pour cette introduction. Je vais vous toucher 2 mots du club de la continuité d'activité pour commencer, pour comprendre également un peu la portée de cette collaboration. Donc, le CCA est une association qui regroupe des professionnels de la résilience, d'à peu près 80 sociétés. On travaille en particulier sur la gestion de crise et la continuité d'activité, donc c'est vraiment le sujet qui va être abordé par la suite. On fait un exercice annuel de crise avec l'ensemble de nos adhérents. Et le risque cyber, c'est un des risques, si ce n'est le risque principal de nos adhérents aujourd'hui. Donc, il faut en fait se poser la question aujourd'hui de pas si le risque va arriver, mais plutôt de dire quand il va arriver. Donc ça, je pense que nous sommes beaucoup à le partager. Il y a plusieurs exemples dans l'actualité qui le montrent encore, en tout cas récemment. Donc, sans tous les citer, il y a Garmin, il y a Carson Wagonlit, MMA, SPI, dans Bouygues Construction également. Et cela montre bien, et c'est ce que disait Marc-Antoine juste avant, la nécessité de s'entraîner sur ces sujets-là. Il ne s'improvise pas, surtout lorsqu'on se retrouve face à un ransomware et on n'a plus de système d'information pour continuer à travailler. Et cet entraînement, il doit se faire à tous les niveaux de l'organisation, donc au niveau décisionnel, au niveau opérationnel, d'un point de vue technique également, d'un point de vue stratégique. Et c'est vraiment assez important de le faire de manière régulière. Donc, l'exercice ne s'improvise pas et c'est cette opportunité, en fait, proposée par les équipes de l'ANSSI, en particulier avec Guillaume, qui nous a semblé être une belle convergence avec nos objectifs de partage de bonnes pratiques et de proposer un guide qui se veut concret, assez exhaustif sur les différents domaines. Comme Marc-Antoine aussi l'a signalé, il y a de la communication de crise qui est très importante dans la partie cyber comme sur d'autres sujets, mais en particulier plus encore sur cette thématique. Il apporte beaucoup d'éléments de réponse pour tout type de société, pour tout type d'acteurs. Alors, pour vous donner également un ordre d'idée, au CCA, on a constitué une commission et on a voulu qu'elle soit représentative de justement des lecteurs de ce guide. Donc, on a réuni des experts de cabinets de conseil en gestion de crise, mais également de cabinets de conseil cyber qui sont adhérents, des grands comptes qui ont fait des exercices, d'autres qui n'avaient pas encore fait des exercices pour que la compréhension soit la meilleure possible en accord avec les équipes. Donc, c'est vraiment avec fierté en tout cas que nous partageons avec l'ANSSI le livrable qui a été réalisé. On pense que c'est quelque chose, j'espère que vous le direz si vous ne l'avez pas fait encore, qui pourra aider tout le monde à progresser dans le cyber. Et je pense qu'on est plus fort également à plusieurs pour répondre à ce risque. Donc, sans m'étendre, je passe la main à Guillaume, donc en tant que chef de bureau de l'appui du management de crise de l'ANSSI. Et bon séminaire. Merci Vincent. Et ben on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, juste très rapidement, je me présente. Donc, je suis Guillaume Chéreau et donc je travaille à l'ANSSI et je suis le chef du bureau appui au management des crises cyber. Et donc, c'est bien notre équipe qui avons rédigé ce guide en appui notamment donc avec bien sûr le CCA. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter tout simplement un peu le livrable de ce guide, dont le lien vous a été donné directement sur le chat. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que d'où vient ce guide, un petit peu en termes d'introduction. Alors déjà, il a été publié le 14 octobre. En fait, ce guide, il vient tout simplement du data qu'on a entre finalement les sollicitations à l'agence. On est beaucoup sollicité pour accompagner, assister tout type d'organisation, donc que ce soit des entreprises, des collectivités, des administrations dans l'organisation d'exercices. Et malheureusement, eh bien, nos moyens ne sont pas extensibles. Nous sommes une petite équipe. Et donc, en fait, on avait depuis longtemps l'idée de faire ce guide qui vise quelque part à donner notre méthodologie à tout le monde pour vous rendre le plus possible, et c'était notre objectif, autonome dans l'organisation d'un exercice de crise cyber.
Voilà, écrire un guide, c'est beaucoup de travail et donc on n'avait finalement jamais complètement abouti. Et finalement, c'est à la faveur du confinement où on s'est retrouvé chez nous à plus faire d'exercices qu'on a finalement du coup eu le temps de travailler sur ce guide. Et donc, ce guide est un peu une sorte de bébé du confinement. Euh, voilà. Et en fait, ce qu'on voulait dire aussi en termes de concept, d'identité du guide, c'est que c'est un guide qui ne se veut pas une sorte de méthodologie. En fait, il existe déjà des normes pour les spécialistes. Des questions un peu théoriques sur qu'est-ce qu'un exercice, comment ça s'organise. Et donc, nous, en fait, ce qu'on voulait vraiment, au travers de ce guide ciblé, c'était vraiment un guide pour les praticiens qui vise vraiment à se mettre à la place de quelqu'un dont la mission est de réaliser un exercice de crise et cyber, bien sûr, puisqu'on peut faire des exercices autour de plein de thématiques. Et donc, nous, on a vraiment voulu focaliser autour de cette thématique du cyber et la thématique évidemment de légitimité de l'agence. Et donc, l'idée, c'est bien par rapport à des méthodologies d'organisation d'exercice qui sont tout à fait classiques et qu'on a repris, bien entendu, y mettre tout simplement notre expérience, nos outils, nos bonnes pratiques surtout. En fait, c'est surtout ça, c'est-à-dire finalement, c'est quoi les clés pour faire un bon exercice de crise cyber. Et donc voilà, c'est tout ça qu'on a mis dans ce guide. Donc voilà, donc c'est ça le grand principe de ce guide. Finalement, accompagner toutes les organisations à organiser un exercice, voire même à aller un peu au-delà, c'est-à-dire finalement s'intégrer dans un programme d'entraînement. Donc la cible, on va dire prioritaire de ce guide, c'est bien sûr tous les risk managers, responsables PCA, directeurs sûreté qui seraient éventuellement dont le périmètre d'activité comprendrait la cybersécurité, et bien sûr tous les RSSI qui sont bien sûr les premiers clients de ce guide, mais également les DSI. Donc c'est des cibles assez larges. Et les fondamentaux, comme je l'ai dit, c'est tout simplement d'avoir un guide très pratico-pratique. Donc, vous verrez qu'il y a des fiches pratiques clés en main utilisables directement. Autre outil très utile, on a un fil rouge en fait qui est un scénario complet rédigé de A à Z, si je puis dire, même si bien sûr ça reste un scénario standard qui nécessitera de l'adaptation, on y reviendra. Et puis surtout un guide modulaire, ça se lit pas de la première page à la dernière page. C'est en fait un guide qui se lit selon les besoins que vous avez. Et donc, vous pouvez commencer directement par l'organisation d'un exercice, si c'est ça qui vous intéresse, ou vous pouvez vous focaliser sur l'exécution ou le retour d'expérience. Donc, c'est un guide totalement modulaire et qui est utilisable de A à Z ou par module si vous le souhaitez. Et puis voilà, un dernier point, c'est une attention à la valorisation, parce que c'est vrai que c'est souvent des choses qui sont demandées, c'est qu'effectivement, il faut savoir valoriser ce guide, valoriser son exercice, c'est-à-dire finalement dans une organisation, quand on organise un exercice, il y a la communication à la fois en amont pour impliquer tout le monde et en aval pour bien en tirer toutes les leçons. Donc voilà un petit peu la fiche d'identité de ce guide, en tout cas l'intention qu'on avait derrière ce guide. Mais avant d'aller dans le vif du sujet de finalement comment réaliser son exercice, donc ça c'est Célia qui reviendra dans un deuxième temps, je vais faire quand même quelques propos introductifs, puisqu'on a regardé dans l'audience, en fait, il y a parmi vous des gens plutôt expérimentés, des spécialistes de la cybersécurité, mais il y a également des gens probablement un peu moins expérimentés. Donc le propos de ce webinaire sera aussi, j'allais dire finalement, de rebalayer, redonner un peu un certain nombre de fondamentaux pour embarquer tout le monde dans ce webinaire. Voilà. Et donc, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être des choses déjà connues, voilà, mais ça permettra d'embarquer tous ceux qui ont des connaissances un peu moindres sur le sujet dans ce webinaire. Le premier point important qu'on voulait aborder, c'est de exercice cyber, de quoi parle-t-on? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais il faut bien avoir en tête qu'il y a deux grandes familles d'exercices au niveau cyber. Il y a les exercices qu'on pourrait appeler techniques, qui sont des exercices qui peuvent être statiques, c'est-à-dire qui sont
finalement des images à analyser, des journaux de systèmes d'information, voilà, dans lesquels il y a des éléments de compromission que les analystes doivent récupérer et analyser. Donc ça, c'est plutôt statique. Et puis, il y a des univers, enfin des environnements interactifs dans lesquels on reproduit, par exemple, le système d'information d'une entreprise ou d'une organisation et dans lequel des équipes doivent faire de l'investigation, voire même peuvent également travailler en coopération. Donc, ça s'appelle souvent ce qu'on appelle les CTF. Et dans ces environnements, on est souvent divisé en deux équipes. L'équipe qui défend le système, donc c'est souvent ce qu'on appelle la blue team, et l'équipe qui attaque, la red team, qui est souvent en général animée, c'est-à-dire que c'est l'animation. L'attaquant, évidemment, ce n'est pas des joueurs qui jouent l'attaquant, ce sont finalement les animateurs de la plateforme. Donc ça, c'est la première catégorie d'exercices qui s'adresse plutôt donc là, à des profils techniques. Et qui vise en général pas à traiter de l'organisation de gestion de crise à proprement parler. C'est plutôt des entraînements, de la formation technique pour des profils vraiment spécifiques, techniques. Voilà, donc ça c'est la première grande catégorie et c'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà. Nous, on va traiter la catégorie qui est sur la gauche, les exercices stratégiques ou organisationnels, qui visent à entraîner une organisation à faire de la gestion de crise. Et donc, ça ressemble à des exercices que l'on peut faire dans d'autres thématiques. Sur, par exemple, on peut simuler, par exemple, l'inondation ou une catastrophe naturelle ou un attentat terroriste, voilà, que sais-je. Et dans ces exercices stratégiques ou organisationnels, il y a en gros deux grandes modalités. Soit on fait un exercice dit sur table, qui est finalement un exercice plutôt bunkerisé, comme on dit, c'est-à-dire en général, on a une cellule de crise et en fait, on est dans un environnement fermé. Et c'est le niveau le plus simple, c'est-à-dire qu'on a en général une seule cellule de crise qui traite une situation donnée, qui est donc qui est prodiguée au fur et à mesure du temps de la tenue de l'exercice. Et puis, vous avez une deuxième modalité qui est là un peu plus complexe, une modalité de simulation, où là, en fait, on peut tester une organisation complète, on peut tester une chaîne d'alerte, on peut tester la mise en alerte de la cellule de crise et son fonctionnement. Et là, c'est par le biais, en général, d'envoi de ce qu'on appelle de stimuli, hein, c'est-à-dire on délivre le scénario au fur et à mesure du temps et en prenant en compte l'organisation, c'est-à-dire que la personne qui reçoit l'alerte, eh bien, c'est la personne dans l'organisation qui est censée la recevoir et on attend du joueur qui déclenche le processus d'alerte, qui déclenche les mécanismes d'alerte. Et dans ces cas-là, effectivement, on est dans une situation où on peut dérouler un fonctionnement, une organisation complète. Voilà. Donc nous, notre guide vient de cette deuxième catégorie d'exercices. On n'a pas du tout la première catégorie qui sont les exercices purement techniques. Là, en général, la modalité, elle est assez simple. Hein. La modalité, c'est qu'on tout simplement, on prend une prestation, parce qu'en général, c'est des choses assez compliquées, on ne le fait pas soi-même, et on prend une prestation auprès d'un prestataire qui fournit des solutions qu'on appelle de cyber range ou de challenge technique. Voilà, et en gros, la modalité, c'est tout simplement de payer, et après, en fonction des solutions, soit ça se fait dans les locaux du prestataire, soit le prestataire peut faire ça in-house, comme on dit, c'est-à-dire dans les locaux du client. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête. Et en général, on ne fait pas les deux en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de cinétique. Les exercices techniques sont très longs, c'est-à-dire pour analyser des logs, analyser des journaux, comprendre des systèmes d'information qui sont compromis. Ça prend du temps, c'est très long et c'est peu compatible avec des exercices de niveau stratégique qui, eux, en général, sont beaucoup plus rapides en termes de temporalité. Donc, on préconise la plupart du temps de ne pas faire les deux en même temps. On peut le faire, mais c'est dans des cas plutôt particuliers et dans des cas plutôt d'organisations très matures qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine. Voilà, donc sur cette propos introductif fait pour bien recaler le débat, on voulait donner, avant de passer en avant, quelques idées reçues sur les exercices cyber et essayer de vous donner un certain nombre de clés pour voir qu'en fait, finalement, les exercices cyber ont des modalités très différentes et peuvent répondre à des besoins assez très différents également. Le premier point qu'on a souvent, c'est
des personnes dans l'organisation qui ne se sentent pas concernées par la menace cyber et donc qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner. C'est souvent des fonctions support qui ne sont pas directement liées et c'est souvent aussi lié au fait que parmi certaines personnes, ils considèrent que les sujets d'informatique sont des sujets d'experts pour la DSI et le RSSI, mais que ça ne concerne pas les ressources humaines, ça ne concerne pas la communication, ça ne concerne pas la direction juridique. Bien entendu, nous, notre posture à l'agence, c'est que bien sûr, ce n'est pas le cas. Malheureusement, en fait, les crises d'origine cyber peuvent provoquer des dégâts totalement transverses à une organisation, hein, quand on pense aux attaques par rançongiciel. Et donc, ça peut affecter vraiment l'ensemble de l'organisation et que du coup, toutes les fonctions sont concernées. Et donc, potentiellement, l'entraînement, il est tout à fait utile à un nombre très, très varié de fonctions dans l'organisation. Ça, c'est vraiment le premier point. Ce n'est pas un sujet uniquement de DSI, c'est un sujet transverse global à l'organisation. Le deuxième point, alors on entend moins ça, mais ça peut encore arriver, c'est le fait que nos systèmes d'information sont sécurisés et donc la crise ne nous tombera pas dessus et du coup on n'a pas besoin de s'entraîner puisqu'on met on met le paquet sur la protection et la défense en espérant jamais subir d'attaques avérées avec des conséquences graves. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais comme l'a dit Vincent, le niveau de menace et la volumétrie des incidents qu'on observe aujourd'hui est vraiment catastrophique, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques qui réussissent. Et donc, nous, notre posture, c'est de dire que, effectivement, toute organisation a besoin de s'entraîner. Aucune organisation, malheureusement, n'est à l'abri. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, en tout cas industrialisées plus que sophistiquées. C'est-à-dire que le niveau de menace, notamment en termes de cybercriminalité, via les rançongiciels, par exemple, il y a une telle industrialisation de ces attaques que personne n'est à l'abri. On entend aussi parfois je suis une petite PME au fin fond du Jura et donc ça ne peut pas m'arriver. Malheureusement, dès qu'on est connecté à Internet, ça peut nous arriver. Donc vraiment, on préconise de s'entraîner parce que le jour J, si ça vous arrive, vous serez très heureux d'avoir déjà rodé vos organisations à la crise cyber. Une autre idée reçue sur l'exercice cyber, on entend souvent c'est trop long, c'est trop complexe, il faut 1 an de préparation. Alors oui, effectivement, certains exercices peuvent être très complexes. On a effectivement des exemples dans des grandes organisations d'exercices très ambitieux, mais on peut tout à fait réaliser des exercices de moindre envergure et ça dépend bien sûr aussi des objectifs qu'on se fixe. Et donc, les formats exercices sur table dont je vous ai présenté en début de conférence sont tout à fait adaptés à des petites organisations. Et même avec ces exercices assez simples, on obtient des résultats très intéressants en termes finalement de leçons et d'apprentissage. Donc, on peut commencer par des exercices simples, des exercices sur table un peu bunkerisés. Et finalement, on n'est pas obligé de commencer par des exercices très complexes avec à la fois du technique et de l'exercice stratégique ou organisationnel en même temps. Voilà. L'autre point qu'on entend régulièrement, c'est que ça ne concerne pas les dirigeants. Donc, l'exercice cyber, finalement, c'est trop technique pour mobiliser le COMEX, les dirigeants. Alors, effectivement, si on prend un exercice cyber sous l'angle purement de la technique, c'est effectivement avoir du mal à mobiliser des COMEX. Mais en réalité, un exercice se construit suivant les objectifs et l'audience que l'on vise, et que du coup, les modalités de l'exercice et les attendus, les enjeux autour de l'exercice doivent être adaptés à l'audience à laquelle on s'adresse. Et que pour des COMEX, pour des dirigeants, en fait, on peut tourner les exercices autour des enjeux qui sont leurs sujets, c'est-à-dire des enjeux de quantité d'activité, des enjeux autour du business, des services que délivre l'organisation ou l'entreprise, et du fait que, par exemple, une gestion de crise peut interrompre les services que l'entreprise, que l'organisation délivre. Et donc,
ça peut être très compliqué pour ces organisations. Des sujets, bien sûr, d'ordre juridique, si on a des compromissions de données personnelles, des fuites de données plus générales, pas forcément de données personnelles, mais des éléments internes à l'entreprise ou à l'organisation, au service de l'État. Et puis des sujets RH, par exemple, aussi, on a beaucoup de sujets RH, à la fois de com interne, mais aussi, par exemple, tout simplement de chômage technique, hein, dans un certain nombre de cas. Les salariés ou les agents pour des administrations se retrouvent sans outil de travail et ben, il faut s'en occuper. Voilà. Donc en fait, les enjeux d'un exercice cyber ne se restreignent pas du tout à la technique et embrassent finalement des questions vraiment stratégiques de l'organisation. Et nos deux dernières idées reçues sur les exercices cyber. Alors, on nous pose souvent la question de la poule et de l'œuf. C'est finalement, est-ce que si je suis finalement peu mature en SSI, est-ce qu'il faut d'abord je travaille les fondamentaux, la protection, les 42 mesures du guide d'hygiène de l'ANSSI, ou est-ce que je dois faire un exercice cyber? Quand est-ce que l'exercice cyber vient? Est-ce qu'il vient plutôt en aval, une fois qu'on a déjà travaillé, ou est-ce qu'il vient plutôt en amont pour initier une démarche? Eh bien, en fait, les deux sont possibles. On peut avoir des formats d'exercices qui sont des vecteurs de sensibilisation, notamment pour embarquer, par exemple, un COMEX, pour les sensibiliser à un risque. En fait, l'exercice cyber a cette vertu, mais comme tout exercice, hein, d'être une sorte de comment dirais-je, effet miroir, hein, c'est-à-dire qu'avec des questions simples, on peut tout simplement finalement donner une image de ce que serait la réaction de l'organisation face à une situation donnée et cet effet miroir finalement se rendre compte que si jamais par exemple les serveurs de mail sont compromis, eh ben, on n'a plus rien pour pouvoir déjà traiter la crise ou communiquer avec ses agents, ses salariés. Vous voyez, donc en fait, vous avez finalement par des exercices assez simples des effets miroirs qui peuvent donner des éléments de contribution à une stratégie cyber. Mais néanmoins, effectivement, l'usage le plus courant quand même de l'exercice, c'est plutôt en aval, c'est-à-dire qu'on a conçu un dispositif organisationnel de gestion de crise pour traiter un scénario cyber et l'exercice vise à le tester, à le mettre en œuvre avant, évidemment, de préférence, la vraie crise. Et donc ça, effectivement, c'est la modalité la plus classique et ça marche aussi. Et donc, effectivement, on peut et on doit mettre en œuvre un dispositif avant la crise. On considère donc un dispositif qui n'est pas testé finalement et un dispositif qui n'est pas complet. Voilà. Et puis le dernier point, bon, là, qui peut également arriver, c'est que j'ai déjà participé à un exercice cyber, donc j'ai plus besoin de m'entraîner. Et bien là, en fait, notre réponse est de dire que, et vous l'avez, j'imagine, un petit peu vu au travers des différents exemples que j'ai donnés, en fait, on peut faire des exercices dont les modalités sont très différentes, donc il y a aussi une progression dans les exercices. On peut commencer par des exercices très simples, voilà, qui mobilisent peu de personnes au sein de l'organisation. Et puis, on construit son programme d'exercices et en général, on vise à faire des exercices de plus ambitieux en termes de nombre de participants, d'écosystèmes. On peut même faire des exercices avec, par exemple, ses prestataires, avec des partenaires. Voilà, donc en fait, les modalités d'un exercice peuvent tout à fait évoluer et on peut faire des exercices très simples comme des exercices très complexes. Et donc, tous ces exercices, toutes ces modalités ont des vertus, mais bien entendu, on peut également aussi raffiner la difficulté dans chaque exercice. On peut commencer par des exercices un peu simples en termes de stratégie de réponse à apporter, et puis, par exemple, donner des éléments autour d'une cyberattaque qui, par exemple, paralyse les systèmes d'information de l'organisation. Et donc, non seulement vous devez résoudre la crise, mais en plus, pour résoudre la crise, vous n'avez plus de mail, vous n'avez plus de téléphone. Il faut réfléchir à des modalités, par exemple, de communication ou de communication au sein de la cellule de crise ou même avec l'ensemble de l'organisation dégradée sans ces solutions-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en début, en fondamentaux. Alors, il y aura peut-être des gens parmi vous qui connaissent déjà tout ça. Néanmoins, voilà, on voulait remettre tous ces éléments-là pour tout le monde
pour avoir des idées bien claires par rapport à ça. Je vais vous présenter très rapidement donc notre fil rouge. Donc finalement c'est notre scénario que l'on vous propose dans ce guide qui est en fait tout simplement le scénario sur lequel on s'appuie à chaque étape de la conception jusqu'à la réalisation de l'exercice qui est utilisable directement, bien sûr, si vous le souhaitez. Alors, pourquoi on a fait ce scénario? Donc, c'est un scénario d'attaque par rançongiciel qui combine une exfiltration de données et cette exfiltration de données est rendue dans l'espace public et ce qui conduit à une pression médiatique puisque finalement des journalistes se saisissent de cette situation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, ce mode opératoire est tout à fait crédible et réaliste, puisque c'est malheureusement ce qu'on observe depuis quasiment un an maintenant. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut, par exemple, se préparer à avoir. C'est malheureusement les modes opératoires des groupes cybercriminels qui, pour finalement mobiliser, faire encore plus de pression sur les victimes, exfiltrent des données et menacent de les rendre publiques pour accentuer la pression pour que la victime paye, bien sûr, cette fameuse rançon. Ce qui nous apparaît intéressant donc, dans cet exercice, dans ce scénario, c'est qu'en fait, c'est un scénario qui est à 360 degrés, comme on pourrait dire. C'est qu'en fait, il couvre tous les champs, finalement, d'une gestion de crise. Donc, il y a bien sûr au cœur la remédiation technique qu'on peut raffiner, tous les enjeux de continuité d'activité, puisque le mode opératoire par rançongiciel, malheureusement, sa principale caractéristique, c'est de casser finalement la capacité de l'organisation à délivrer ses services. Donc là, il y a bien sûr d'énormes enjeux de continuité d'activité et ça produit également d'énormes enjeux stratégiques autour de la communication, mais pas que, sur par exemple aussi d'exfiltration de données à caractère personnel et en lien avec le règlement général sur la protection des données. Voilà, donc c'est un scénario qui est malheureusement très crédible, très réaliste et qui couvre un peu l'ensemble des champs de la gestion de crise. Donc voilà, c'est un scénario qui est prêt à l'emploi. Le chronogramme qu'on vous propose est disponible sur le site de l'agence. Alors, il est à part du guide en lui-même, donc il faut le récupérer sur la page, mais c'est un fichier distinct du fichier du guide à proprement parler. Et puis, bien sûr, il est adaptable, parce que c'est un scénario qu'on a conçu, mais qui n'est pas personnalisé par une organisation ou un contexte donné. Et donc, effectivement, pour avoir un scénario qui colle plus aux enjeux propres de votre organisation ou de votre écosystème, de vos enjeux, il est bien sûr adaptable. Vous pouvez aussi éventuellement supprimer des enjeux que vous ne voulez pas utiliser pour votre exercice. Et donc, il est totalement adaptable en fonction des objectifs que vous avez par rapport à votre exercice. Je vais laisser la parole maintenant à Célia qui va du coup un peu décliner tout ce que je viens de vous dire sur la réalisation d'un exercice. Célia, à toi la parole. Merci Guillaume, bonjour à tous et merci pour votre participation à tous. Vous êtes aujourd'hui très nombreux donc, à nous suivre. Donc voilà, Célia Novak, moi je travaille avec Guillaume au sein donc, du bureau d'appui au management des crises cyber à l'ANSSI. Et pour ma part, donc, je vais vous présenter finalement comment on organise, conçoit, déroule l'exercice. Donc voilà, on va vous présenter finalement ça sous 3 grands chapitres. On va vous présenter 4 grandes étapes, donc c'est-à-dire la conception, comme je vous disais, la préparation, le déroulement et la conclusion de l'exercice. Finalement, ces 4 grandes étapes, elles sont assez classiques, elles sont reprises également dans le guide. Mais nous, notre plus-value ici, c'est de vous donner des petits conseils pour les adapter aux enjeux du cyber. Donc, la première étape, donc la conception de l'exercice, c'est plutôt une sorte de cadrage. C'est en fait le moment qui est le plus important lorsqu'on crée un exercice. Et d'ailleurs, on pourrait parfois penser vouloir sauter cette étape, mais en fait, elle permet surtout de construire l'exercice en ayant un esprit très clair. Et puis, elle peut aussi permettre de partager les objectifs qu'on va définir lors de ce cadrage avec le reste des équipes pour les mobiliser et donc, au final, pour donner du sens à l'exercice. Donc, comment on prépare, on conçoit l'exercice? Tout d'abord, on va commencer par définir donc, les objectifs. Est-ce qu'on préfère sensibiliser le COMEX, par exemple,
entraîner la cellule de crise ou tout simplement tester l'ensemble du dispositif de gestion de crise. Voilà, ça dépend bien sûr de votre maturité, de ce que vous voulez tester. Et ensuite de là, lorsqu'on a défini ces objectifs, on découle le format. Le format, finalement, c'est ce que Guillaume vous présentait tout à l'heure. De notre côté, vu que ce sont des exercices stratégiques, ça va être plutôt donc des tabletop exercises, des formats qui sont assez courts, où là, on pourra sensibiliser plutôt ou tester une fonction très spécifique de la cellule de crise, comme par exemple et puis également, si on utilise une simulation, donc finalement un exercice qui est plus large, on pourra ici tester un dispositif général. Une fois qu'on a un peu choisi ces formats, on pourra ensuite choisir le thème et la durée. Ça repose également, donc, encore une fois, sur les objectifs et bien entendu aussi sur une analyse des risques de votre organisation. Puisque lorsque vous faites cette analyse des risques, vous allez voir que voilà, vous avez des points un peu sensibles dans votre organisation et puis vous allez vouloir les tester. Donc, nous, on vous propose des thèmes assez classiques. Il y a 3 grands thèmes. Donc, la fuite de données qui va plutôt permettre ici de tester le management par le COMEX. Donc, par exemple, il faut quand même se rappeler que lorsque vous avez des attaques, des fuites de mails un peu qui sont assez sensibles, il va y avoir tous des enjeux de communication externe, etc. Et là, voilà, c'est vraiment, en prenant ce thème, vous allez vraiment pouvoir tester donc, finalement la réponse du COMEX. On peut aussi tester les intrusions qui sont sans conséquences visibles ou l'espionnage. Ici, on va plutôt tester des capacités techniques et puis également des dispositions d'alerte ou de l'investigation, de la remédiation. Et ensuite, le dernier scénario, donc c'est celui qui est présenté dans notre guide, le rançongiciel. C'est un scénario, donc comme Guillaume l'expliquait, qui est plutôt universel, un scénario 360, comme on vous expliquait, puisque là, il va pouvoir permettre de jouer un peu toute la chaîne de crise va être impliquée, parce que voilà, on peut toucher un peu à tout via ce thème. On a parfois aussi, on nous propose parfois, on peut proposer de jouer une attaque DDoS. Néanmoins, là, on considère peut-être que c'est un peu moins intéressant parce que c'est des attaques qui sont un peu assez rapides. Et ce sera plutôt des enjeux techniques ici pour voir si les systèmes sont résistants. Et donc, si on veut vraiment avoir un exercice qui est stratégique, ça va être moins intéressant à jouer. Petite astuce aussi pour vous tous, lorsque vous choisissez le thème et ensuite le scénario, ça peut être intéressant de jouer à proposer un scénario avec une faille 0 day, donc une faille qui n'a pas encore été découverte, pour prouver justement que non, personne n'est invincible et que tout le monde peut être touché un jour ou l'autre par une cyberattaque. Et notamment, cela peut être intéressant quand parfois vous avez un peu des acteurs qui sont réticents à jouer en se disant, comme Guillaume l'expliquait tout à l'heure, qu'il n'y a aucune faille de sécurité chez eux. Donc voilà, ça peut être une petite astuce pour vous. Concernant donc la durée, et j'ai vu aussi plusieurs questions, en fait, ça dépend finalement du scénario qui est choisi, des objectifs, mais aussi des joueurs qui vont être impliqués. Par exemple, on sait que quand on fait jouer le COMEX, le COMEX, c'est souvent très pris. Donc, au mieux, ils peuvent jouer une demi-journée et au pire, quelques heures. La durée va aussi dépendre, bien entendu, de la maturité de votre organisation. Donc, là encore, ça dépend finalement de plein de petites caractéristiques et c'est à vous de le choisir en vérifiant finalement ce qui vous correspond le mieux. En règle générale, on vous conseille également, vous savez, le scénario sera accéléré par rapport au temps normal pour des raisons pratiques, ça il faut le retenir. Et on vous conseille aussi de ne pas reporter l'exercice une fois que vous avez défini une date pour éviter tout risque de démobilisation. Lorsque vous continuez à concevoir donc, l'exercice, il faut également identifier des participants, bien entendu, les équipes d'animation, les gens qui vont observer aussi votre exercice pour participer au rétexte et bien entendu les joueurs. Ensuite, il est également important d'identifier donc, les besoins et les moyens logistiques. Selon le type d'exercice, vous pouvez avoir besoin de salles différentes, d'ordinateurs. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et en fait, finalement, nous, notre conseil, c'est de produire une sorte de cahier des charges, une sorte de checklist pour avoir tout ça en tête, mettre ça sur papier et être d'accord, ne rien oublier lorsque, au début, vous cadrez votre exercice. À noter que dans le guide, on vous propose notamment dans les pages 44 et 46,
une sorte de tableau pour aider à structurer cette pensée et résumer tous les éléments du guide. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça dans le guide. Ça pourra vraiment vous aider à formaliser la conception de l'exercice. Donc, voilà pour cette première partie. Une fois qu'on a un peu pensé à ce qu'allait être l'essence même de l'exercice, on va bien entendu commencer sa préparation, se lancer dans la construction de livrables pour pouvoir ensuite le jouer. Donc, tout d'abord, il faut bien entendu écrire le scénario. Donc, comme vous l'avez vu, finalement, ce scénario va découler de la première étape. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on va donc commencer à l'écrire, à définir un rythme et une intensité. Juste une petite remarque, vous remarquerez bien sûr que dans le guide, on se focalise plutôt sur la continuité d'activité, donc le management stratégique, j'insiste vraiment dessus, plutôt que sur la remédiation technique. Donc voilà, juste pour rappel. Et notamment, parfois, pour des petits enjeux stratégiques, vous pouvez aussi, on vous conseille d'aller voir parfois votre collègue, interviewer des experts qui peuvent vous apporter des petits éléments comme la communication, les RH, la finance, dans des domaines où parfois vous ne connaissez pas grand-chose. C'est aussi l'occasion, lorsque vous faites cette démarche, d'apprendre à connaître vos collègues avec qui vous n'avez pas forcément de contact. Et ça peut déjà aider à créer un climat de confiance lorsque vous allez lancer l'exercice, si jamais ils jouent également dans votre exercice, mais aussi créer un climat de confiance, plus généralement, si jamais ils font partie, doivent être intégrés dans le dispositif général de crise. Donc voilà, l'exercice, encore une fois, c'est aussi une occasion finalement de prendre contact, se connaître et pour finalement s'améliorer et grandir. Lorsqu'on définit le scénario, également, ce qui est important, c'est de rédiger le dossier de mise en situation. Qu'est-ce que c'est ce dossier? Finalement, ça va être une mise en contexte. En effet, il faut rappeler qu'une crise, c'est une rupture qui a lieu suite à un enchaînement d'événements finalement, comme une intrusion dans les systèmes, donc un malware qui se développe, etc. Et boum, la crise finalement, c'est l'explosion de cette chaîne d'événements. Et il faut bien entendu que tout le monde comprenne ce qui est arrivé, comment on est arrivé à cette situation en fait. Et le dossier de mise en situation va donc finalement permettre de décrire tout ce qui s'est passé en amont de la crise et il est essentiel pour savoir comment finalement on va s'en sortir. Autre petite remarque, lorsque vous définissez le scénario, parfois vous pouvez aussi vous rendre compte que le scénario paraît très peu réaliste, que c'est un peu, comme on dirait, too much. Mais ce n'est pas si grave au final parce que, par exemple, si vous choisissez d'impliquer l'ensemble des joueurs, et ben, vous allez devoir créer beaucoup de stimuli pour chacun en se disant que c'est un peu peut-être trop. Mais voilà, on souhaite vraiment vous rassurer sur ce point. L'essentiel étant de s'améliorer et se préparer. Ça peut être une bonne idée finalement de rédiger des scénarios qui sortent un peu de l'ordinaire pour mieux s'entraîner. La deuxième étape, lorsque vous préparez un exercice et donc vous créez aussi des documents, c'est la rédaction du chronogramme. Le chronogramme, donc finalement, comme Guillaume vous l'expliquait, c'est une sorte de déroulé de finalement toutes les actions qui vont se passer pour, on va dire, qui vont permettre de donner un rythme à l'exercice. Comme le Guillaume le disait aussi, vous pouvez le retrouver, en tout cas le chronogramme de l'ANSSI sur le site et vous pouvez vous en inspirer. Ce qui est intéressant, nous, on vous faciliter la tâche avec plusieurs scénarios et puis aussi, encore une fois, vous donner quelques petits conseils. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien entendu soigner son entrée et commencer fort pour, comme je vous le disais, impliquer au maximum l'ensemble des participants. Il faut également donc trouver le bon rythme, la bonne pression. La pression, certes, on pourrait dire que c'est facultatif, que parfois, lorsque l'entreprise est peu mature, on veut moins, juste un mode de pression pour éviter que les joueurs trouvent que c'est un peu trop. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est que lorsqu'on s'entraîne, en fait, on voit que dans la réalité, la pression est très, très, très forte lors d'une crise, que ce soit en interne, que ce soit du côté des employés, mais aussi des chefs qui vous demandent des points de situation, mais aussi, bien entendu, en externe, aujourd'hui, avec les journalistes, les clients, les prestataires. Donc, voilà, finalement, simuler une pression qui peut être peut-être considérée comme trop forte par les joueurs, ce n'est pas pour autant embêtant, puisque dans la réalité, la pression reste très forte et il faut, encore une fois, s'y préparer. Un autre point d'attention et un conseil, c'est qu'il ne faut jamais simuler la réaction d'un joueur qui prend part à l'exercice. C'est-à-dire que s'il joue dans l'exercice, il ne faut pas essayer
jouer sa réaction, il faut le laisser jouer sa propre réaction et voir comment cela se déroule. Également, il faut faire participer, comme je vous le disais tout à l'heure en amont, donc tous les joueurs et donc leur envoyer assez de stimuli, même si, encore une fois, cela peut paraître un peu irréaliste. Par exemple, notamment, c'est le cas des RH ou des juristes qui, parfois, lors d'une crise, peuvent se trouver un peu démunis. Pourtant, il y a des moyens de les faire jouer en simulant des enjeux de contrat, de RGPD, d'obligations vis-à-vis des clients. Donc ça peut être aussi une petite technique pour faire participer tout le monde. Et enfin, un point intéressant encore lorsque vous rédigez le chronogramme, c'est que, bien entendu, il faut laisser entrevoir une sortie de crise pour éviter, en fait, la frustration de l'échec ou de la fin de l'exercice. Et puis, montrer aussi aux équipes de gestion de crise qu'elles vont vers le bon chemin. Donc, voilà pour nos conseils dans la rédaction du chronogramme. Bien entendu, lorsque vous préparez l'exercice, pensez aussi à rédiger d'autres documents si nécessaire. Par exemple, l'annuaire de crise qui va rassembler l'ensemble des joueurs qui peuvent se contacter. Bien entendu, si votre organisation est mature, il existe déjà un annuaire de crise et c'est l'occasion, bien entendu, encore une fois, de le tester. Il faut aussi également penser à la main courante qui va servir finalement à noter le déroulé de la crise. Bien entendu, s'il en existe déjà une, c'est aussi l'occasion de la tester. Et enfin, pensez aussi également à synthétiser une fiche d'observation pour le rétex. Enfin, lorsque vous préparez l'exercice, juste avant le début du lancement, il faut bien entendu briefer ces joueurs, ces participants, l'animation pour assurer leur implication, mais également les rassurer pour certains novices. Bien entendu, toujours dans un esprit de bienveillance, puisque l'exercice n'est pas une évaluation. C'est plutôt un test pour mieux se préparer. Le briefing peut être bien entendu facultatif, car plus l'organisation est mature, moins le personnel a besoin d'être préparé. On peut également inviter, lorsqu'on fait ce briefing, des experts ou même des victimes de cyberattaques, par exemple une entreprise père qui a subi une attaque, pour qu'elle donne un témoignage, et cela va permettre de finalement montrer aussi l'intérêt de se préparer et donc montrer l'intérêt d'un exercice de gestion de crise, notamment pour des personnes qui pourraient être réticentes à jouer cet exercice. Voilà de mon côté pour la préparation de l'exercice et je vais passer au point suivant, qui est donc le déroulement de l'exercice. Donc finalement, ça y est, vous êtes prêts, vous avez préparé tout l'exercice en amont et il faut maintenant le conduire. Le démarrage, encore une fois, et je veux vraiment insister dessus, est très très important. Du côté des animateurs qui ont préparé l'exercice, il faut être prêt très en amont et puis bien entendu, encore une fois, démarrer fort pour, on va dire, un peu sortir les joueurs de leur quotidien et les embarquer dans la gestion de crise. On voulait aussi vous partager ce petit conseil pour vous aider, notamment pour l'envoi de stimuli, du chronogramme. Il existe des plateformes pour automatiser cet envoi. Nous, de notre côté, on vous conseille, pourquoi pas, d'utiliser un outil open source qui s'appelle OpenX, qui est déjà disponible sur ce site, et une nouvelle version sera justement à venir très prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous avez besoin de cet outil, qui peut être vraiment très utile lorsqu'on a justement beaucoup de joueurs qui participent et qu'on doit envoyer beaucoup de stimuli, surtout au début. C'est également important, il est également important lorsque vous déroulez le scénario pour être sûr que tout se déroule bien, d'avoir identifié en amont dans le scénario des jalons à ne pas rater finalement, par exemple un moment où on attendait telle réaction pour atteindre ces objectifs. Et si par exemple vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre un peu ce jalon, vous pouvez pourquoi pas relancer le joueur en l'alertant, en l'isolant, si jamais on voit qu'il y a une grosse dérive vis-à-vis du scénario. Parce que bien entendu, en fait, on n'est pas à l'abri d'une évolution du scénario et de faire face à des surprises. Et donc, l'enjeu est finalement de s'adapter aux réactions des joueurs. Dans le guide, d'ailleurs, vous trouverez aussi quelques conseils pour réagir à certains profils atypiques, des personnes parfois qui peuvent en faire trop, qui ont des réactions excessives, ou des personnes qui ne veulent pas du tout s'impliquer. Donc, n'hésitez pas à lire le guide. Vraiment, cette partie est très intéressante pour faire face finalement à ces biais psychologiques. Et ce qu'il faut retenir, donc, finalement, quand vous déroulez l'exercice, c'est que l'adaptation est la clé de la réussite. Une fois donc que vous avez déroulé cet exercice et qu'il prend fin, avec bien entendu, encore une fois, une visualisation de la sortie de crise, il faut organiser un rétex et tirer les conclusions de l'exercice. Lorsque vous créez le rétex, donc, il faut le faire une fois à chaud et à froid
À chaud, c'est tout de suite après l'exercice, c'est une sorte de débrief où on laisse parler sur le ressenti général, sur le scénario, sur les points forts, les axes d'amélioration, l'ensemble des participants, donc tout de suite après. Puis les rétextes à froid, qui a lieu plutôt quelques semaines après et qui est beaucoup plus structuré, va permettre aussi à l'ensemble des participants d'apporter des axes d'amélioration de leurs observations, mais avec un peu de recul. Il est très, très important pour vous de prendre finalement en compte ces rétextes. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre finalement de vous améliorer. Et c'est ça aussi le point essentiel finalement dans l'exercice. Lorsque vous jouez un exercice, ça va vous permettre de vous améliorer et de vous préparer. Et donc d'inscrire cela dans une démarche de résilience à la fin, puisque lorsqu'il y a un rétexte, il y a des conclusions qui vont permettre de finaliser aussi un plan d'action. Donc, par exemple, vous n'avez pas réussi vous voyez qu'il y a des problèmes de communication entre différentes cellules, bien voilà, ce sera un plan d'action à mettre en place avec des évolutions de courte et longue durée pour être finalement prêt à affronter la crise. C'est vraiment le but finalement de ce guide, c'est de vous aider au mieux avec des conseils pratiques à vous préparer, puisqu'aujourd'hui, comme mes collègues ont vraiment insisté dessus, la crise cyber arrive de plus en plus et il faut vraiment vous préparer à cela. Le guide, encore une fois, vous aide, récapitule donc toutes ces étapes et vous propose aussi des livrables, une checklist de livrables à produire. Il y a aussi également des liens utiles que vous pouvez consulter. Alors vraiment, n'hésitez pas à aller le voir et lancez-vous dans la réalisation d'un exercice de crise cyber. Je vous remercie. Voilà, c'est déjà la fin en tout cas de notre présentation et nous allons passer à un temps de questions-réponses dès maintenant. Je vais laisser la parole à Martial qui nous a aidé donc du coup à récapituler l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc Martial, c'est à toi. Je vous remercie encore une fois. Alors, bonjour à tous. Maintenant, un petit temps de questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges sur le chat et sur l'onglet dédié aux questions. Donc, j'ai un peu fait le tour des questions qui étaient posées et on va essayer d'y répondre. Donc, première question, assez représentative de notre panel finalement, à savoir des sociétés privés, des organismes publics qui se demandent si l'ANSSI participe aux exercices qui peuvent être menés par les différentes sociétés ou les différentes entités publiques et si l'ANSSI peut jouer son propre rôle au sein des exercices que les différentes entités peuvent mener, conduire. Si Guillaume ou Célia peuvent répondre. Oui. Merci Martial pour la question. Donc effectivement, si on a, comme je l'ai dit en introduction, on est une petite équipe et l'idée de ce guide, c'est justement de permettre à toute organisation de faire des exercices. Malheureusement, on ne peut pas s'impliquer de manière systématique dans tous les exercices organisés par les entreprises. Donc, on vous invite à nous simuler si vous le pouvez. Et effectivement, de temps en temps, malgré tout, on s'implique dans des exercices, mais c'est avec des opérateurs ciblés. Qui sont, j'allais dire, un peu le cœur de cible de l'agence, qui sont les opérateurs d'importance vitale ou les opérateurs de services essentiels pour ceux qui connaissent la réglementation. Merci Guillaume. Donc une seconde question relative plutôt au scénario, à savoir est-ce que d'autres scénarios finalement seront proposés à l'avenir par l'ANSSI. Il me semble que Célia a déjà donné une petite réponse en vous parlant d'OpenX, mais on peut quand même se la poser. Est-ce que d'autres scénarios seront proposés à l'avenir par l'ANSSI? Alors, pour l'instant, on n'avait fait que ce scénario qui, comme on l'a dit au cours du webinaire, est un scénario un peu 360 qui répond à toutes les problématiques ou enjeux. Mais néanmoins, effectivement, on peut réfléchir à créer de nouveaux scénarios s'il y a une demande forte par rapport à ça. Très bien, merci Guillaume. Une question plutôt maintenant sur le scénario Ransom 20 à proprement parler, et une question en plusieurs questions, à savoir combien de personnes pour animer ce scénario, combien de temps
pour animer ce scénario? Et une question un peu plus large sur le format global à utiliser en exercice. Dans le chat, on a pu voir pas mal de personnes parler des simulations en VR, des simulations finalement des exercices sur papier, etc. On a notre proposition sur Rossom 20. Est-ce que tu aurais des conseils sur la direction à prendre pour le format de l'exercice à mener? Alors là, effectivement, ça dépend. Et là, c'est beaucoup une question de moyens. En fait, nous, notre modalité, quand on fait les exercices, c'est tout simplement par mail, éventuellement en complément par téléphone, notamment pour simuler tout ce qui est pression médiatique, donc des appels de faux journalistes, etc. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la modalité par mail fonctionne très bien à partir du moment où les mails sont bien conçus et finalement ressemblent aux mails de la vraie vie que les gens connaissent. Ça fonctionne très bien. Effectivement, on peut agrémenter peut-être par exemple de vidéos, de présentation, par exemple, le dossier de mise en situation, on peut le faire sous forme de vidéo en début d'exercice. Finalement, ça récapitule un peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc voilà, donc tout ça est évidemment possible, mais c'est essentiellement une question de moyens. Dès qu'on part sur des moyens vidéo, on est sur des coûts qui explosent, alors que quand on est sur des moyens plus par mail ou même appel téléphonique, on reste sur des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Et alors après, sur l'organisation, est-ce que là, en fait, j'ai envie de dire, le scénario, c'est finalement une esquisse d'exercice. Avec ce scénario Ransom 20, on peut faire un exercice très simple qui dure 1 heure avec une micro-animation. En fait, l'animation, elle ne dépend pas tellement du scénario, mais plutôt du dispositif qui est testé. C'est-à-dire que si par exemple on a 2 cellules de crise qui jouent, une cellule de crise plus technique ou opérationnelle et une cellule de crise plus décisionnelle, stratégique, en général, il faut 2 animateurs, 2 observateurs, c'est-à-dire qu'il faut observer dans les 2 cellules. Voilà, donc en fait, le dispositif d'animation, il est plutôt dépendant du dispositif testé que du scénario lui-même. Et puis après, des moyens dont on a à disposition, par exemple, c'est vrai que si on a une plateforme d'automatisation d'envoi des stimuli comme OpenX, eh bien, finalement, on peut avoir 5, 10 cellules de crise. Finalement, on peut distribuer à autant de joueurs qu'on veut les stimuli. Donc voilà, en fait, c'est ça la réponse. Mais idéalement, effectivement, il faut avoir au moins un animateur / observateur qui peut faire les 2 fonctions par cellule de crise mobilisée. Et puis une cellule d'animation qui, elle, est plus ou moins, j'allais dire, dotée en moyens en fonction un peu des attentes qu'on peut observer sur l'exercice, c'est-à-dire si on sait que les joueurs vont beaucoup interagir avec la cellule d'animation ou pas. On a des questions qui reviennent assez souvent sur le scénario Ransom 20 et finalement la taille des différentes sociétés qui peuvent s'essayer à l'exercice de crise, et peut-être, Guillaume, des craintes par rapport justement à ce scénario qui serait peut-être difficile de mener chez une PME ou une TPE. Est-ce que tu as des conseils à fournir justement pour mener des exercices, même quand finalement on a une structure assez, pas forcément jeune, mais à taille, on va dire, à taille humaine, voire très petite société, et qu'on peut quand même s'exercer finalement? Quels conseils tu pourrais donner? Je donnerais comme conseil effectivement de commencer par faire simple. Voilà, donc ce que je disais, c'est effectivement plutôt faire un exercice de type exercice sur table qui serait basé sur un scénario qu'on peut d'ailleurs réduire en termes, j'allais dire, de périmètre et puis d'objectifs à atteindre. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans la conception d'un exercice, ça c'est un conseil assez classique, c'est d'éviter de multiplier les objectifs. C'est-à-dire qu'on veut tester le dispositif d'alerte, on veut tester la cellule de crise, on veut tester des moyens, on veut tester une organisation. Donc voilà, éviter de multiplier les objectifs est un gage de bonne réussite. Donc là, pour une organisation qui serait, j'allais dire, peu mature, qui a peu d'expérience sur ces sujets, prendre le scénario Ransom 20, en faire une version peut-être épurée, simplifiée par rapport au contexte et à l'environnement de l'organisation, et en faire, j'allais dire, par exemple, une donnée de sensibilisation au profit des dirigeants de cette organisation. Pour moi, c'est tout à fait possible.
je pense que je vais rebondir tout de suite et je vais peut-être te couper l'herbe sous le pied, mais je crois qu'il y a eu pas mal de questions autour de l'accompagnement. Est-ce que, c'est-à-dire finalement, je suis une organisation, est-ce que je dois me faire accompagner par des prestataires, des cabinets, ou est-ce que je dois le faire tout seul dans mon coin? Effectivement, là, la question se pose. Là, évidemment, le fait de prendre un cabinet plutôt, là, c'est pareil, un gage de réussite parce que vous faites appel à un organisme qui est compétent et pour réaliser ce type d'exercice. En plus, c'est vrai que les exercices nécessitent beaucoup de moyens en peu de temps. Donc, c'est souvent difficile au sein d'organisations de mobiliser beaucoup de monde à la fois dans l'organisation plus dans le jeu de l'exercice. Donc, il peut paraître être pertinent de faire appel à un prestataire. Voilà, d'autant que les prestataires ont en général un peu des scénarios préparés, pré-mâchés, donc ce qui fait que voilà, ils peuvent finalement avec des moyens pas trop onéreux de faire un exercice au profit d'une organisation. Voilà. Mais après, j'allais dire, c'est alors nous, on préconise pas de prestataires en particulier. Hein. Je crois que ça a été également mentionné. En fait, il n'y a pas de qualification de prestataire de conseil dans ce domaine. Voilà. Et donc, peut-être à l'avenir qu'il y en aura, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, voilà, on va pas donner de nom, mais voilà, effectivement, les grands acteurs de la place sont en capacité, ou même des cabinets indépendants, sont tout à fait en capacité de fournir ce type de prestations. Peut-être une question qu'on a pu voir pas mal de fois, la fréquence des exercices à mener. J'ai pu voir plusieurs propositions sur le modèle de ce qui se faisait en matière de sécurité incendie, etc., de l'ordre de 2 à 3 fois par an. Est-ce que tu as un conseil ou un minimum finalement d'exercices à mener pour s'entraîner à gérer la crise au mieux? Ma perception, c'est que déjà, le cyber n'est pas la seule thématique d'entraînement d'une organisation. Il y a aussi voilà, d'autres thématiques. Hein. On les a rappelées, les attentats, les crises sanitaires voilà, qui nous occupent, les catastrophes naturelles. Donc, il ne faut pas saturer non plus les salariés dans les organisations, les agents dans les organisations. On peut en faire, de mon point de vue, au moins une fois par an et aussi, j'allais dire, en distribuant les rôles, hein, c'est-à-dire ne pas faire les exercices sur les mêmes personnes. Après, c'est vrai que il y a des moments qui sont quand même utiles quand, par exemple, on a refait une organisation de gestion de crise, par exemple. Donc, effectivement, ben là, c'est peut-être l'occasion de refaire un exercice. Quand il y a éventuellement des changements assez importants au sein de l'organisation, soit le rachat, par exemple, d'une entreprise, ou, enfin, voilà, ou des changements complets d'organisation en interne, là, il est peut-être pertinent de faire des exercices. Mais voilà, donc une fois par an, moi, me paraît déjà une ambition certaine. Alors, je vois là une question sous mes yeux et qui était un peu la question aussi posée dans notre sondage d'entrée de jeu avec, à la vue des plus de 1000 personnes inscrites, pouvons-nous espérer un nouveau webinaire sur le sujet pour aller plus en profondeur dans l'organisation d'un exercice? Quelle suite donner à cette expérience? Alors, en tout cas, nous, on est alors à la fois étonnés et en même temps très heureux de voir effectivement que ce sujet, là, vous étiez au maximum, je crois, plus de 700 à écouter ce webinaire. Donc, on en est évidemment très satisfait et de voir que c'est un point d'attention et d'intérêt manifesté par beaucoup de personnes. On verra dans l'avenir. On espère aussi refaire des ateliers en présentiel plus tard, peut-être à l'occasion de conférences, etc. Donc, pour l'instant, on n'a rien de calé, mais en tout cas, on va donner une suite. On aura aussi, bien sûr, le cybercampus, donc, qui est ce nouveau lieu dans lequel l'agence va s'installer aux côtés de tous les acteurs de la cybersécurité française, les grands acteurs de la cybersécurité française. Donc, il y aura peut-être un espace autour de l'entraînement, des exercices dans ce lieu. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Voilà, et il n'y a pas de garantie à ce stade sur aucun des événements futurs, mais en tout cas, oui, on continuera à proposer des conférences, des concepts, des ateliers à l'avenir.
Pour le replay de cette séance qui est a priori très, très demandé, est-ce que tu peux préciser comment sera diffusé ce replay? Le replay sera diffusé en fait par mail. Vous allez recevoir un mail à l'issue du webinaire qui vous permettra de réécouter ce webinaire. Et je ne sais pas si, par contre, il y aura une sorte de vidéo YouTube, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, au sein de la plateforme Livestorm, vous aurez le replay. Je n'ai pas les détails techniques pour voir si on pourra pérenniser ce replay sur une plateforme de vidéo. Alors, vu le temps qui tourne, j'ai pas vu d'autres questions, ou alors peut-être que je m'excuse si on en a loupé certaines. On a essayé de répondre au mieux sur le chat directement ou dans les questions, parce qu'on a la chance avec ce bel outil Livestorm de pouvoir vous répondre en direct. On va pouvoir le faire pour finir aussi, avant de fermer la session, vous répondre directement à l'écrit. Je vais repasser la main à Célia pour la conclusion. Merci Martial. Mais voilà, encore une fois, avec toute l'équipe de l'ANSSI et du CCA, on voulait vous remercier pour votre participation très nombreuse. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à répondre aussi au sondage dans l'onglet. Et puis, on vous dit à bientôt. Et Guillaume, si tu veux avoir le mot de la fin, c'est à toi. Le mot de la fin, juste voilà, le point important, c'est que le guide est sur le site de l'agence. Voilà, c'est vraiment ce livrable qui peut vous servir. C'est un guide très complet voilà, on espère qu'il vous sera utile. On n'a pas encore de feedback d'ailleurs de gens qui l'auraient utilisé avec succès ou non, mais en tout cas, sachez également que l'agence met à jour ses guides régulièrement. Donc, si vous voulez nous faire un retour sur votre utilisation du guide et éventuellement ce qui manque ou ce qui mériterait d'être complété, on sera évidemment intéressé pour la mise à jour, alors pas tout de suite, mais qui arrivera certainement de ce guide à l'avenir. Voilà, on vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été si nombreux ce soir et on vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour de nouveaux webinaires ou ateliers en présentiel de l'exercice de crise et de la gestion de crise. Merci à vous.